efforts supplémentaires à Paris. Il manque 3 à 4 milliards d'euros. François Baudonnet nous en dira plus. Dans ce journal également, souriez, votre bureau est surveillé. Notre enquête sur le contrôle des salariés, vidéo, faux clients, géolocalisation, l'ingéniosité est sans limite et les plaintes s'envolent. Et puis notre dossier ce soir, repousser la grossesse jusqu'où? Faut-il autoriser la congélation des ovules? La France s'y oppose, les annonces d'Apple ou de Facebook relancent le débat. Reportage tout à l'heure avec celles qui ont franchi le pas. Bienvenue à tous. D'abord donc le niet de la France à Moscou. La livraison des porte-hélicoptères Mistral est reportée jusqu'à nouvel ordre. Ce sont les termes du communiqué. Un contrat de plus d'1 milliard d'euros qui semble donc en voie d'être annulé. Faudra-t-il rembourser? Que vont devenir les navires? Arnaud Boutet. Dans le feuilleton Mistral, la sentence est tombée à la mi-journée. Communiquée sur papier en tête de l'Elysée, la situation actuelle dans l'est de l'Ukraine ne permet toujours pas la livraison du BPC, le bâtiment de projection et de commandement. L'exportation est reportée jusqu'à nouvel ordre. Nouvel ordre, c'est-à-dire aucun calendrier. Alors pourquoi la présidence de la République communique-t-elle aujourd'hui? Quelle était la date de livraison? Selon les termes du contrat, le Vladivostok aurait dû être livré avant la fin du mois de novembre. Après avoir temporisé, les autorités françaises ont fait savoir hier au constructeur du bateau, la DCNS, qu'elle refusait pour le moment l'autorisation d'exporter. Qui va payer en cas d'annulation de la vente? Il y a d'abord le prix des deux navires, 1,2 milliard d'euros, 1 milliard à la charge de l'État, 200 millions pour le constructeur DCNS. La Russie pourrait exiger en plus des pénalités, 200 millions d'euros, peut-être plus. Pour le moment, Moscou n'intente pas de procès et préfère attendre. Enfin, que deviennent les navires? Si la situation se débloque rapidement, ils seront livrés aux Russes. Dans le cas contraire, on évoque un rachat possible par l'OTAN ou par le Canada. Sur les quais de Saint-Nazaire, les marins russes sont toujours en formation et ils n'ont pas fini d'attendre. Alors, quelle réaction à Moscou ce soir? Bonsoir Alban Bikosi. La Russie évoque des poursuites judiciaires, mais pas pour tout de suite. Oui, c'est une réaction extrêmement mesurée, c'est presque une surprise. Le président de la Commission des Affaires étrangères, Alexis Pouchkov, a dit, je cite, que la Russie n'avait pas intérêt à aggraver encore ses relations avec la France et qu'elle patienterait encore un peu. Alors, pourquoi cette sagesse? Eh bien, sans doute parce que ce contrat, ce n'est pas un cadeau fait à la France. La Russie a réellement besoin de ces bateaux. La marine russe, vous savez, c'est 150 000 hommes, oui, mais un seul porte-avions et aucun porte-hélicoptère. Et on a vu en 2008, lors du conflit en Géorgie, que cette absence avait été rédhibitoire pour une armée aussi moderne que l'armée russe. Alors, les Russes ont donc besoin de ce bateau. Pourquoi ne le construisent-ils pas eux-mêmes, me direz-vous? Eh bien, c'est ce qu'ils feront sans doute la prochaine fois, mais là, ça va prendre 3 ou 4 ans. Et voilà pourquoi la grande Russie a encore besoin ce soir de la France. Mais me dit-on au Kremlin, ce sera la dernière fois. Merci Alban. Des dizaines de bâtiments incendiés, des tirs à balles réelles contre les policiers, le spectre des divisions raciales ressurgit à Ferguson dans le Missouri aux États-Unis. Hier, la justice a renoncé aux poursuites contre le policier à l'origine de la mort du jeune Michael Brown. Valérie Astruc. Leur première cible en forme de symbole, plusieurs voitures de police saccagées puis incendiées. La ville de Ferguson transformée en brasier, des dizaines de bâtiments et de véhicules en flammes. Face aux émeutiers, les forces de l'ordre se font menaçantes. Stop, vous devez arrêter de jeter des projectiles sur la police. Dispersez-vous immédiatement. Le face-à-face va durer toute la nuit. Des tirs de gaz lacrymogène, mais aussi des coups de feu tirés par les manifestants selon la police. Ce qui s'est passé cette nuit, c'est bien pire que la pire des nuits d'émeutes en août dernier. Des violences déclenchées par le verdict concernant la mort de Michael Brown, cet adolescent noir abattu de 6 balles par ce policier blanc en août dernier. 60 témoins entendus, 25 heures d'audition, le grand jury a tranché. Le policier Darren Wilson ne sera pas poursuivi. Dehors, la mère de la victime laisse éclater sa colère. Ils ne payent pas. Ils ne payeront jamais. C'est injuste. Quelques minutes plus tard, Barack Obama prend la parole pour appeler au calme. Le président reconnaît que l'Amérique n'en a pas fini avec les tensions raciales. Le fait est que dans trop d'endroits dans le pays,
il y a une profonde défiance entre les forces de l'ordre et les gens de couleur. C'est en partie lié à l'héritage des discriminations dans ce pays. Cette nuit, les scènes de pillage se sont poursuivies. Une soixantaine d'arrestations et quelques blessés légers. La garde nationale déjà présente sur les lieux va dépêcher des renforts pour les nuits prochaines. Bonsoir Jacques Cardos, vous suivez pour nous les événements sur place. Est-ce qu'on craint une propagation des violences dans les heures qui viennent ou est-ce que la situation est sous contrôle ? Écoutez, la tension est retombée. Nous en avons été témoins depuis ce matin. On voit une ville qui pense ses plaies et qui se prépare peut-être à une nouvelle étincelle. Car plus que jamais, on a le sentiment qu'il y a deux blocs dans cette ville. D'un côté, les Noirs qui ont un grand sentiment d'injustice, qui sont animés d'une grande frustration. Et de l'autre, des Blancs qui s'accrochent à cette décision du grand jury est rendue donc par ces 12 jurés populaires hier. Mais pour bien comprendre, il faut avoir en tête la grille de lecture de la justice américaine. Il est très rare que des policiers soient mis en cause après des affaires. Et par ailleurs, la notion de légitime défense commence très tôt, parfois même dès l'altercation verbale ou physique. Et c'est ce qui s'est passé dans ce cas précis. Tout cela, évidemment, n'excuse absolument pas les 12 coups de feu, dont 6 qui ont atteint Michael Brown. On le voit. Tout cela inquiète jusqu'à la Maison-Blanche puisque Barack Obama a rappelé qu'il fallait encore attendre beaucoup de temps avant que les deux parties puissent à nouveau s'entendre et se parler. Merci Jacques. En bref, encore à l'étranger, les scores du premier tour de la présidentielle en Tunisie, ils sont plus serrés qu'annoncé. Béji Caïd Essebsi, candidat laïque, est en tête avec 39,5% des suffrages. Il devance de 6 points Monsef Marzouki, 33,4% des voix. Et puis, ce séisme politique au Portugal, l'ancien Premier ministre socialiste José Socrates, qui a dirigé le pays entre 2005 et 2011, a été inculpé et incarcéré. Il dort ce soir en prison pour corruption et fraude fiscale, un scandale financier sans précédent. En France, le Var, comme l'Hérault ou le Gard, se souviendra longtemps de cet automne 2014. Nouvelles pluies torrentielles et nouvelles inondations. À Roquebrune-sur-Argence, reportage Julien Cholin, Raymond Chaplard. Un lotissement entier submergé en à peine quelques minutes. Partout dans les allées, des torrents se forment. À l'intérieur des maisons, l'eau monte. Ses habitants sont forcés d'évacuer dans l'urgence. D'autres préfèrent rester chez eux et tentent de protéger ce qui peut l'être. Ça a été une montée des eaux très rapide, oui, ça a monté en 3 quarts d'heure. 3 quarts d'heure? Ah ouais, même pas. On s'est retourné, on l'a fait monter, on n'a pas eu le temps de réagir. Sous les yeux des habitants, l'eau continue de monter. Un peu plus loin, ce sont les ouvriers d'une usine qui ont eux aussi été surpris par la montée des eaux. À l'intérieur de cette fabrique de fenêtres, des milliers d'euros de matériel. Les employés n'ont rien pu faire. On a calfeutré avec du silicone, de la colle pour essayer de faire en sorte que l'eau rentre le moins possible. Et on a abandonné au bout d'un moment. Les ouvriers sont évacués. Leur employeur, lui, dresse le bilan des dégâts, fataliste. Les machines sont sous l'eau, tout est sous l'eau. Voilà. Ça devient récurrent maintenant. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On est propriétaire des murs, on ne peut pas s'en aller. De l'autre côté de cette route inondée, plusieurs habitations précaires sont évacuées par hélicoptère. Dans les bras du sauveteur, un nouveau-né visiblement apeuré par la situation. J'étais coincé dans un mobil-home entouré par l'eau, donc on va aller chercher avant que ça continue à monter. Très vite, sa mère est élitreuillée à son tour. Oh là là, ça y est. 5 personnes en tout sont ainsi secourues par les pompiers. D'autres le seront un peu plus tard dans la journée, dont cette femme de 81 ans. Au total, une vingtaine de familles ont dû être évacuées dans le département du Var. Et notez que Météo France annonce ce soir qu'un record de chaleur a été battu sur les 10 premiers mois de cette année en France, record depuis 1900, donc plus d'un siècle, chaleur et humidité, donc on le voit pour certaines régions. Cette dernière minute, on apprend que 2 hommes qui ont attaqué en fin de journée une bijouterie près des Champs-Élysées sont retranchés dans un salon de coiffure et surtout qu'ils retiennent une femme en otage dans ce salon. Dans un instant, nous serons en direct sur place. D'abord les premières images avec Loubna Anaki. Des coups de feu en plein cœur de Paris. Depuis cette terrasse de café, des gens filment. Un braquage vient d'avoir lieu dans une bijouterie, à quelques mètres des Champs-Élysées. Plusieurs détonations résonnent. La cible,
C'était cette bijouterie de grand luxe. Selon des témoignages, 2 hommes auraient menotté le vigile. On ignore le montant de leur butin. Les braqueurs ont pris la fuite à bord de ce scooter blanc. S'ensuit une course-poursuite dans les rues de Paris, jusque dans le 15e arrondissement. Les 2 hommes abandonnent leurs 2 roues et se retranchent dans un salon de coiffure. Bonsoir Hugo Clément, vous venez d'arriver sur place. Quelle est la situation et notamment en ce qui concerne cette femme prise en otage ce soir ? Écoutez, les 2 braqueurs sont toujours retranchés avec cette femme, leur otage, à l'intérieur du salon de coiffure. Le quartier ici est bouclé, on voit un hélicoptère qui tourne au-dessus de nos têtes. Les policiers ont mis en place un périmètre de sécurité pour tenir à distance les badauds. Et parmi ces badauds, il y a des témoins qui ont vu les braqueurs arriver ici après avoir fui le 8e arrondissement où ils avaient braqué la boutique Cartier. Ils les ont vus passer en scooter, en trombe, puis tomber de ce scooter. Ils ont assisté à des échanges de tirs entre policiers et braqueurs. Et toujours selon ces témoins, donc information à prendre avec précaution, il y aurait peut-être ce soir un policier blessé par balle. Merci Hugo et bien entendu on vous retrouvera certainement d'ici à la fin de ce journal en cas de nouvelles informations. L'économie avec, je vous le disais, la fronde des maires de France. Leur association est réunie en congrès, baisse des dépenses oblige et ils font face à une diminution sans précédent des dotations de l'État. Pour eux, le point de rupture est atteint. Laurent Desbonnets, Philippe Turpot. Battez-vous pour des intercommunalités libres. Des élus furieux qui manifestent, écharpe tricolore en bandoulière. À l'ouverture du congrès des maires, les discours sont alarmistes. Nos finances sont au plus mal. Il va falloir réellement tailler dans le vif. Des coupes douloureuses dans les budgets communaux. Moins de personnel, moins d'investissements et parfois même plus d'impôts locaux. 1 kilomètre de route, c'est 55 000 €. On a déjà, donc, sur l'année en cours, différé donc, un projet donc, de 55 000 € qui était prévu. On ne remplace pas les arrêts maladie, on tire de tous les côtés. J'interviens notamment sur les maisons de quartier, auxquelles j'ai ôté plus de 400 000 € de subventions. Augmenter les impôts locaux, vous y avez pensé ? Oui, on se pose la question. On va voir ça avec la commission finance. Oui. Ça pourrait être quand ? Dès l'année prochaine ? Peut-être, oui. Des efforts au goût amer. Certains élus vont même très loin pour exprimer leur colère. Comme à Stein, en Seine-Saint-Denis. Ici, le maire s'est symboliquement mis en grève, furieux de la baisse des dotations de l'État. Pour sa commune, 3 millions d'euros en moins. C'est un coup de colère que je souhaite exprimer avec les habitants, avec les Stanois, pour dire ça suffit, quoi. On est en train de nous saigner. N'hésitez pas à signer la pétition devant la mairie. Il essaie de mobiliser la population pour obtenir plus d'argent de l'État. Face à ce début de fronde des maires, Manuel Valls a défendu ses choix budgétaires cet après-midi à l'Assemblée. Il ne suffit pas de crier, il ne suffit pas de vociférer, il ne suffit pas d'utiliser de manière démagogique la question des dotations publiques. Moi, j'ai le courage d'affronter et d'assumer cette politique alors que d'autres ne sont que dans la démagogie. Le Premier ministre assure toutefois être à l'écoute des élus. Il promet qu'il fera des propositions jeudi lors de sa visite au Congrès des maires de France. Et on va un peu plus loin avec vous, Jean-Paul Chapelle. Bonsoir. Le regroupement des communes serait-il une piste, une solution pour faire des économies ? Oui, David. Regardez ce village, Rochefourchat, dans la Drôme. 1 habitant, c'est la commune la moins peuplée de France. Au-delà de cet exemple cocasse, la France détient le record mondial du nombre de communes. 36 700. Et ce sont de petites communes. Les 3/4 comptent moins de 1000 habitants. Regardez nos voisins. L'Allemagne, 15 millions d'habitants de plus qu'en France et 3 fois moins de communes. 11 100. En 30 ans, leur nombre a été divisé par 2 pour faire des économies. En Suède, pour 10 millions d'habitants, seulement 290 communes. Leur nombre a été divisé par 10 depuis les années 50. Si on faisait la même chose en France, on éviterait les doublons en passant de 36 700 communes à 5 000, ce qui correspondrait au canton. On pourrait économiser 8% du budget de fonctionnement, soit 8 milliards d'euros. Merci Jean-Paul. Alors, ces regroupements sont-ils possibles en France ? Eh bien, la réponse est oui. En Seine-et-Marne, 5 communes ont tenté le pari. Quelle réforme et quels résultats ? Reportage Fabien Cazot, Elouen Martin, Reda Settar, commentaire Romain Messi. Baugé en Anjou, 6 400 habitants dans la campagne angevine. Une commune qui n'existait pas il y a encore 2 ans, car ses maisons, ses clochers, ses champs étaient répartis sur 5 mairies différentes.
5 villages qui s'estimaient trop petits, trop isolés pour continuer à vivre séparément. Ils ont donc décidé de se marier. Aujourd'hui encore, les apparences sont trompeuses, les panneaux des anciens villages sont toujours là, mais dans les anciennes mairies, il n'y a quasiment plus d'activité. Tout se concentre désormais sur 7 hôtels de ville, avec un seul maire. Et sur les 78 élus d'origine, il n'en reste aujourd'hui que 29. Le premier bénéfice est financier, moins d'indemnités à verser, 40 000 € d'économie par an pour la nouvelle commune. Ici, l'union fait la force et fait fondre les factures. Exemple avec la cantine scolaire, tous les enfants mangent désormais au même endroit, de quoi négocier des tarifs moins chers pour les repas. Nous sommes passés de 30 000 à pratiquement 40 000 repas sur cette cantine, ce qui nous a permis d'avoir un tarif un petit peu en baisse par rapport à la proposition précédente. La ville s'y retrouve en payant un prix unitaire inférieur de chaque repas. Des économies, mais également des projets collectifs. Grâce à la fusion des 5 villages, le nouveau maire a pour objectif de construire une maison de santé. Elle verra le jour sur ce terrain vague, coût 4 millions d'euros. Sans le regroupement de nos 5 communes, nous n'aurions pas pu dégager les marges financières pour envisager un tel projet. Là, c'est le symbole même de ce que peut faire un regroupement. Et ce n'est pas tout. Cette piste cyclable qui relie les anciennes communes entre elles, impossible avant la fusion, elle est désormais construite. Il y a aussi des assurances municipales moins coûteuses, une équipe de football en commun. Au total, la mairie entend faire 200 000 € d'économies par an avec la fusion. Et les habitants récoltent aussi les premiers bénéfices de cette fusion. Exemple, ce père de famille qui a inscrit ses enfants à l'école de musique. Nous, avant, on était hors commune et on avait donc à payer plus cher la prestation. Et aujourd'hui, j'ai 4 enfants à l'école de musique et je fais une économie de 1 200 € par an. La création de Baugé en Anjou, un exemple rare en France. Car pour fusionner des communes, encore faut-il que certains maires acceptent de rendre leur mandat. Ici, le nouveau maire a dû se montrer convaincant. Les réticences étaient surtout liées à la crainte de perdre son identité. Dans un milieu rural, les habitants et les élus sont très attachés à l'identité de leur commune. À l'image de Baugé en Anjou, seule une dizaine de mariages entre communes ont eu lieu en France ces dernières années. L'économie encore, avec le budget de la France sur la sellette. Bruxelles rendra son avis cette semaine. Les débats sont houleux. Bonsoir François Baudonnet. Vous suivez ces discussions et vous nous dites ce soir, la Commission européenne va demander de nouveaux efforts. Pour elle, le compte n'y est pas. Il manque plusieurs milliards d'euros. Et oui, effectivement, c'est simple. Paris et Bruxelles se livrent à une bataille de chiffres autour de ce qu'on appelle le déficit structurel. C'est un peu l'ADN de nos finances publiques. Il ne dépend pas de la conjoncture. Eh bien, la Commission estime que ce déficit est trop élevé de 0,2%. Et donc, mécaniquement, pour le réduire, il faudra que la France trouve, d'une façon ou d'une autre, 4 milliards d'euros supplémentaires. Alors Pierre Moscovici, le nouveau commissaire européen, ne prononcera pas ce chiffre, non, mais il va exiger de la France qu'elle fasse plus d'efforts, en clair, plus de réformes, et pour cela, il va donner du temps. Vendredi, il n'y aura pas de sanctions contre notre pays, et nous allons même obtenir un sursis jusqu'en mars 2015. À ce moment-là, dans 4 mois donc, la Commission européenne reverra la copie de la France, mais je peux vous dire qu'avant d'en arriver là, il y a eu des discussions violentes et des pressions très fortes. L'Allemagne aurait voulu que la France soit punie. Il n'en sera rien pour l'instant, mais le boulet, je vous l'assure, David, n'est pas passé loin. Merci François. 4 milliards qui s'ajouteraient aux 21 milliards d'économies déjà programmées. Et à propos de croissance et d'entreprise, on en vient à notre enquête sur la surveillance au bureau ou à l'usine. La présence, l'activité, la durée des pauses, tout est susceptible aujourd'hui d'être contrôlé. Les moyens techniques sont moins chers, plus sophistiqués, mais très souvent illégaux. Plusieurs magasins d'ameublement ou d'informatique ont été épinglés ces derniers temps. Enquête, Sophie Rodier, Mathias Barrois. Filmée, écoutée, enregistrée. Pendant des mois, cette vendeuse se savait surveillée par son employeur.
Et la caméra, en fait, elle était juste là où vous voyez le petit clignotant rouge. Et on savait que dès le moment où on rentrait dans le champ de la caméra, on se disait, bon, bah mince, ça y est, on est filmé maintenant. Il y a un angle mort au niveau du comptoir. Je me mettais tout le temps dans ce petit espace confiné, au final, pour me sentir un peu à travailler librement, quoi. Toute la journée, dans la boutique, ses moindres faits et gestes sont épiés. Et son patron n'hésite pas à se servir de cette surveillance illégale pour lui faire des reproches. Et la caméra, en fait, elle était juste là où vous voyez le petit clignotant rouge. Et on savait que dès le moment où on rentrait dans le champ de la caméra, on se disait, bon, bah, ça y est, on est filmé maintenant. Il y a un angle mort au niveau du comptoir. Je me mettais tout le temps dans ce petit espace confiné, au final, pour me sentir un peu libre et à travailler librement, quoi. Qui vous appelle pour vous dire, ah, t'as fait ça, c'est pas bien. On ressent comme une certaine forme de pression. Et ce n'est pas un cas isolé. Ces dernières années, de grands groupes se sont retrouvés accusés d'espionner leurs salariés. Ikea aurait collecté des données personnelles sur ses employés. Et tout récemment, chez Apple, des caméras de surveillance filmées jusque dans les salles de repos. La société a été mise en demeure de changer ses pratiques. Alors, jusqu'où peuvent aller les employeurs? Tous les moyens sont-ils bons pour avoir ses salariés à l'œil? Cette société lyonnaise propose aux entreprises d'installer des systèmes de vidéosurveillance dans les entreprises. Supermarchés, bureaux, à chaque usage sa caméra. Nous commercialisons deux types de caméras, des caméras fixes, comme celle-ci, et des caméras mobiles, qu'on appelle également dômes, qui permettent de filmer à 360 degrés. Voilà à quoi ces systèmes de vidéosurveillance ressemblent dans leur propre bureau. Démonstration, des caméras et des écrans partout. Donc ici, nous avons une caméra qui filme, comme vous pouvez le constater, le couloir. Donc là, effectivement, on filme vraiment un lieu de passage, c'est-à-dire que les règles sont très strictes et très claires. Vous avez possibilité de filmer des couloirs. Par contre, il est interdit de filmer le poste de travail d'un collaborateur, puisque ça relève de sa vie privée. On avait une difficulté puisqu'on filmait en même temps une partie des zones de travail. Dans ce cas-là, on utilise des zones de masquage qui permettent de totalement masquer le poste de travail du collaborateur. Interdit aussi la surveillance des espaces de pause et de repos, comme la machine à café ou les toilettes. Où s'arrête la simple surveillance et où commence l'espionnage? Nous nous sommes rendus dans un salon de professionnels de la sécurité. Cette fois, en nous faisant passer pour des chefs d'entreprise désireux d'espionner leurs salariés. Et très vite, on nous livre des astuces. Ce que vous pouvez faire, c'est leur dire, vous êtes sur vidéosurveillance, si vous voulez les espionner. Vous en mettez une, deux à l'entrée, histoire de. Eux, ils vont croire que c'est là. Et vous en mettez une autre pour les filmer. Là, vous passez la loi, vous êtes transparent. Les demandes, on en a beaucoup comme vous. On essaye de vous orienter pour pas que vous fassiez les bêtises. Si je mets une caméra cachée qui filme un poste bien spécifique pour bien voir ce que fait mon employé, c'est pas bien. Dans les faits, il y a des choses qu'on fait, on n'a pas l'autorisation. Je l'ai fait X fois, oui, il se passe des choses graves qu'on a besoin de comprendre, bien évidemment. Et quand ils n'utilisent pas la vidéo, certains employeurs vont jusqu'à embaucher des espions infiltrés dans les entreprises. Castorama. Pendant 4 mois, un détective privé embauché par la direction se serait fait passer pour un employé. C'est ce qu'affirme un syndicat qui est tombé sur un rapport écrit par l'espion. X me paraît être quelqu'un de faux. Je ne l'ai rien vu faire de louche, je vais encore insister. Ensuite, l'espion propose à un salarié de participer à un vol. Je suis en train de prendre un appartement, j'ai vu que tu as des produits vraiment sympas. Il faudrait qu'on s'arrange tous les deux. Il me répond, même pas en rêve. C'est désespérant toute cette honnêteté. Mais il y a des enquêteurs qui parlent ouvertement de leur filature. C'est le cas de David Ornus. Ses clients, des chefs d'entreprise victimes de vol ou de détournement de fichiers. Lui aussi utilise la vidéo, mais pas question de faire n'importe quoi. Il faut des preuves utilisables en justice. Tous les moyens ne sont pas bons parce qu'aujourd'hui, nos rapports font foi en justice. Un rapport d'une agence de détective privé ou d'une agence de renseignement privé est recevable en justice dans la mesure où c'est un rapport circonstancié écrit. Les photos, une fois sur deux, tombent dans le domaine de l'atteinte à la vie privée et atteinte aux libertés individuelles. Donc, contrairement à ce qu'on voit dans les films, une photo au restaurant, c'est pas recevable. Une photo sur un balcon d'un appartement, c'est un lieu privé, ça n'est pas recevable. Pour un employeur trop curieux, la loi est sévère. 300 000 € d'amende et jusqu'à 3 ans de prison. Les condamnations restent très rares, les salariés hésitant souvent à porter plainte.
Et pour refermer ce chapitre économique, on revient sur un mot, une expression très à la mode ces derniers mois, la relocalisation. Rapatrier des bureaux ou des usines qui avaient été délocalisés en Chine ou ailleurs. C'était par exemple un cheval de bataille d'Arnaud Montebourg. Mais au-delà de ce mot magique, quelle est la réalité du phénomène? C'est l'œil du 20h avec Sébastien Lafargue et Mathieu Baudouin. C'était le genre d'usine qu'Arnaud Montebourg aurait voulu visiter tous les jours. Pensez donc, la fonderie Loiselet avait quitté la Chine pour de nouveau couler du métal made in France. Ces entreprises qui relocalisent, eh bien écoutez, excusez-moi, mais on leur donne des médailles. Une usine qui revient en France, mais pour combien d'emplois créés? L'œil du 20h a refait le tour de ces entreprises où Arnaud Montebourg voulait distribuer les médailles. Pour commencer, nous sommes retournés à la fonderie Loiselet. Autant le dire, depuis le passage d'Arnaud Montebourg, bonjour, l'ambiance est un peu retombée. Sous la suie, pas beaucoup de sourires. Et les gens sont dans quel état d'esprit ici? Sont un peu désespérés, c'est tout. C'est vrai que l'usine, elle est bien. C'est tout nouveau, c'est revenu en France, mais bon, le problème c'est que ça n'a pas marché, quoi. Pourquoi? Parce que 5 mois seulement après la visite d'Arnaud Montebourg, Loiselet a déposé le bilan. L'entreprise avait pourtant bénéficié du soutien de l'État, plus de 7 millions d'euros de crédit. Pas assez selon ses anciens dirigeants, qui n'ont pas pu rentabiliser cette usine flambant neuve. Et pour les nouveaux patrons de Loiselet, la situation n'est pour l'instant guère plus brillante. Vous perdez combien d'argent aujourd'hui? Il nous manque, pour être précis, il nous manque 200 à 300 000 euros par mois. À son retour en France, l'entreprise avait créé une centaine d'emplois et aujourd'hui, malgré le dépôt de bilan et les difficultés, ils sont encore 83 à travailler chez Loiselet. Alors combien d'emplois créés grâce aux relocalisations? Sur son site, le ministère cite d'autres exemples d'entreprises, une petite dizaine toutes revenues avant 2013. Les chaussettes Kindy, les sous-vêtements Éminence, les jouets Mécano. Bref, voilà le bilan, il est plutôt maigre. Un peu plus de 250 emplois créés selon nos calculs. Difficile d'inverser la courbe du chômage grâce aux seules relocalisations. C'est ce que nous a confirmé David Kousker. Cet économiste dirige une entreprise de veille statistique qui travaille régulièrement pour le ministère de l'économie. Vous avez 5009 emplois délocalisés pendant la période 2013-2014 et 404 emplois relocalisés sur la même période. Quand il y a 10 emplois supprimés à cause des délocalisations, il n'y en a qu'un qu'on arrive à recréer par une relocalisation. Pas franchement optimiste, David Kousker. On aurait aimé savoir ce qu'en pense le ministère de l'économie, mais son service de presse est resté aux abonnés absents. Dans l'actualité également, ces nouvelles informations sur les travaux réalisés à la CGT pour le numéro 1, Thierry Lepant. Il y a quelques semaines, le Canard enchaîné révélait la facture pour son appartement de fonction. Aujourd'hui, l'hebdomadaire indique que la rénovation de son bureau au siège de la centrale a coûté 62 000 euros. Lilia Melconian, Annie Triboire. Le patron de la CGT ne nous a jamais reçus dans son bureau, mais nous avions pu filmer les lieux en 2010, du temps de son prédécesseur Bernard Thibault. Depuis, selon le Canard enchaîné, le nouveau secrétaire général aurait tout fait refaire. Du parquet à la place de la moquette, 7 000 euros. L'électricité entièrement refaite, 10 000 euros. Et un mobilier flambant neuf, facture plus de 21 000 euros, avec un bureau et un meuble de rangement fabriqués sur mesure. Coût total, selon le journal satirique, 62 000 euros. Nous avons pu joindre l'entreprise responsable du chantier, qui nous confirme ce devis global. Mais l'entrepreneur affirme que ces travaux englobaient des bureaux annexes, notamment celui de ses assistantes. Cette nouvelle affaire survient au moment même où Thierry Lepant est déjà fragilisé et doit faire face à une contestation interne à la CGT. Il y a 3 semaines déjà, la presse révélait de coûteux travaux de rénovation dans son appartement de fonction. Il était très attendu, il a reçu un accueil chaleureux. Le pape François a effectué sa première visite en France à Strasbourg. 4 heures à peine, il n'a pas rencontré les fidèles, mais des élus, ceux du Parlement européen, où il a dénoncé le règne de l'économie contre celui de l'humain. Renaud Bernard, Johanna Messina. François n'a passé que 36 minutes en France entre l'aéroport de Strasbourg et le Parlement européen. Ségolène Royal est tout de même venue de Paris pour l'accueillir avec Harlem Désir. C'est une visite aux institutions européennes. Sur son chemin, peu de foule, mais son apparition provoque quand même des vivaces.
Et quand au détour d'un couloir, il tombe enfin sur une vieille connaissance, alors là, c'est l'effusion. Cette femme l'a hébergé il y a quelques années. Il voulait apprendre l'allemand. Il est resté 2 mois chez elle. 2 jolis mois, c'est tout ce qui lui est resté de la langue de Goethe. Dans l'hémicycle, devant les députés européens, François sera applaudi 8 fois durant son discours. Le pape François. Par les conservateurs, à chaque fois qu'il défend les valeurs familiales, mais surtout par la gauche, quand il s'en prend à l'économie libérale. Une bonne dizaine d'attaques. À tel point que nous lui avons demandé s'il n'était pas un pape politiquement engagé à gauche. Mon cher, je me sens comme un insecte qu'on voudrait cataloguer dans une collection. On disait que François ne s'intéressait pas vraiment à l'Europe. Au vu des discours qu'il a prononcés, il avait en tout cas beaucoup de choses à lui dire. En France, un cas de conscience pour la justice. Qui sont les parents du petit Corentin âgé de 18 mois? Ses parents adoptifs, qui l'élèvent depuis son plus jeune âge, ou son père biologique? Ce dernier a été tenu à l'écart au moment de sa naissance. Aujourd'hui, il souhaite le reconnaître et demande sa garde. Il a été débouté tout à l'heure. Florence Griffon avec notre bureau à Rennes. Son fils biologique ne lui sera pas rendu. Il restera auprès de ses parents adoptifs. Pour Johan Delorme, cette décision est une injustice. Moi, je vous dis, c'est de voleurs, la justice. Je suis un père de famille qui se bat pour son fils. Maintenant, ils font quoi? Ils refusent de me donner mon fils. C'est la haine que j'ai contre le Conseil général. Sur la tête de ma mère, ce que j'ai de plus au monde, j'ai la haine maintenant. Pour la cour d'appel, Johan Delorme s'est manifesté trop tard. À la naissance du bébé, il était en prison. Il a bien demandé la garde du nourrisson, mais il ne l'a pas fait en bonne et due forme. Aujourd'hui, le petit garçon né sous X est âgé de 18 mois. Les juges ont estimé qu'il ne fallait pas le séparer de ses parents adoptifs. Des parents qui considèrent que cette décision va dans l'intérêt de l'enfant. C'est pour le protéger qu'ils veulent rester anonymes. Nous sommes contents de cette décision, mais pour nous, cette décision, c'est simplement nous donner le droit de continuer notre vie et le droit pour notre fils de continuer sa vie dans l'environnement dans lequel il se développe à merveille. Dans cette histoire, il n'y a pas de gagnant ou de perdant. En fait, le jour où on nous a confié notre enfant, on nous a dit « vous êtes ses parents ». On a dit aussi à cet enfant « voici tes parents ». Et c'est pour la vie. On ne peut pas m'arracher mon bébé, c'est pas possible. Notre fils a un père de naissance, une mère de naissance aussi. C'est très important. Il voudra certainement avoir d'abord des informations, voire peut-être aussi même les rencontrer. Et il est évident pour nous que nous l'accompagnerons sur ce chemin. L'affaire n'est pas terminée. Le père biologique a annoncé qu'il allait se pourvoir en cassation. Voilà, dans un instant, on revient à l'une des actualités de ce début de soirée. Cette femme prise en otage à Paris par 2 braqueurs. On retrouvera Hugo Clément sur place parce qu'il y a de nouvelles informations. Mais d'abord, à propos de filiation, le dossier de cette édition sur une question délicate et à nouveau sous les feux de l'actualité avec la décision de 2 multinationales américaines. On en avait parlé. Apple et Facebook proposent à leurs employés femmes de prendre en charge la congélation de leurs ovules si elles souhaitent repousser l'âge de leur grossesse. Alors, liberté des femmes ou dérive. En France, cette pratique est interdite au nom de l'éthique. Certaines jeunes femmes franchissent le pas, quitte à aller à l'étranger. Dossier réalisé par Marie-Pierre Samitier et Daniel Lévy. Bonjour, je vous fais visiter. Voilà, donc là vous avez toute la partie restauration d'Happy Families. Une femme chef d'entreprise, c'est ainsi que Garance Hiverneau se présente. Son concept, un restaurant pour les familles. Son entreprise s'occupe des enfants des autres, mais elle, à 35 ans, n'en a pas. C'est une question de ne pas avoir trouvé le bon compagnon au bon moment et effectivement une vie professionnelle qui est relativement intense puisque j'ai 2 entreprises. Il y a quelques mois, elle s'est demandé si son âge ne devenait pas un problème pour avoir des enfants plus tard. J'ai abordé le sujet des enfants et puis j'ai eu des compagnons qui me disaient on a le temps, on verra bien, sauf qu'il y a un moment donné on ne peut plus voir et le temps passe et ça n'est plus possible malheureusement. C'est avéré que j'avais une fertilité déjà basse par rapport à mon âge, donc l'obstétricien qui m'a suivi m'a dit vous avez 6 mois effectivement pour enclencher cette démarche de congeler vos ovocytes. Pour mener à bien ce projet, Garance Hiverneau a dû se rendre en Espagne, car en France c'est interdit.
Objectif, faire congeler ces ovocytes en prévision de grossesse future. Une opération de quelques minutes, sous anesthésie générale, pour un coût de 5 000 €, voyage inclus. Garance Hiverneau a désormais 17 ovocytes conservés dans l'azote liquide. Ils étaient très contents du prélèvement, donc effectivement 17 pour eux c'était un nombre qui était très positif. Pour elle, congeler ces ovocytes devrait être un droit. En réalité, cette démarche dérange. J'ai eu des réflexions parfois virulentes de femmes ou d'hommes qui m'ont clairement traité de carriériste en disant vous faites passer votre carrière avant tout, ce qui n'est pas du tout le cas. Moi, c'était pas ma carrière ou un enfant. Pour moi, c'est un plan B, c'est une solution alternative. Une solution alternative en attendant le bon moment pour avoir un enfant. Afin d'éviter aux femmes de se rendre ainsi à l'étranger pour congeler leurs ovocytes, certains gynécologues préconisent un assouplissement de la loi. Si on autorise la congélation, il faudrait l'assortir d'une limite d'âge d'utilisation des ovocytes. Parce qu'évidemment, s'ils sont congelés, on pourrait les utiliser à 50, 60, 70 ans. Et ça, je pense qu'il faudrait le réglementer et trouver un âge raisonnable, je sais pas, 43, 45, 46, qui sont à peu près les âges limites dans beaucoup de pays d'Europe. Mais d'autres médecins, au contraire, estiment que la loi ne doit pas changer. D'autant que la congélation des ovocytes ne donne que 60% de chance d'avoir un enfant plus tard. Une certaine prudence s'impose. Je crois qu'il ne faut pas que l'illusion soit trop importante parce que les échecs sont fréquents, d'autant plus que cette congélation se fait tardivement parce que l'ovocyte a l'âge de la patiente elle-même et il y a une grosse différence entre la congélation d'un ovocyte à 20-25 ans et la congélation d'un ovocyte vers 35-40 ans. Alors la France doit-elle s'aligner sur ses voisins européens, l'Espagne, la Belgique, l'Italie et la Grande-Bretagne, des pays qui autorisent l'autoconservation pour convenance personnelle? On revient maintenant, comme prévu, sur cette prise d'otage dans Paris. Nous venons de recevoir cette vidéo amateur. On va la découvrir des deux auteurs présumés du braquage. Alors on la verra dans un instant, des deux auteurs présumés du braquage. La voici, cette image en fuite sur un scooter. Un échange de coups de feu s'en serait suivi. Puis les deux hommes ont trouvé refuge dans un salon de coiffure de l'autre côté de la Seine, dans le 15e arrondissement, où ils sont actuellement et retiennent en otage une jeune femme. Bonsoir Hugo Clément, vous êtes sur place. Quels sont les derniers éléments ? La dernière information, David, c'est que l'un des deux auteurs est blessé par balle et selon des témoins, il y aurait également un policier qui a été touché par des projections d'éclats de balles pendant la course-poursuite. L'une de nos équipes a rencontré des témoins de cette course-poursuite entre policiers et malfaiteurs. Je vous propose de les écouter. Ils étaient deux. Ouais, c'était deux, ils étaient cagoulés. Voilà, mais c'est allé vraiment très très vite. Ils étaient cagoulés et en fait dans la rue là, juste là, et ben c'est là qu'ils ont commencé à tirer, il y a eu des coups de feu et tout. En fait, les motards ils ont jeté leur moto, ils ont commencé à prendre la fuite dans la rue. Et les policiers ont commencé à les suivre et ils ont commencé à tirer. Ouais. Il y a un policier qui s'est caché derrière sa voiture, ils ont commencé à... C'était vraiment un chaos, hein. Vraiment, c'était vraiment chaotique. Voilà. Ils ont dû tirer peut-être 7 ou 8 fois, un truc comme ça. Hugo. Alors David, ce soir le quartier est toujours complètement bouclé par la police. Il y a même un hélicoptère qui tourne au-dessus de nos têtes pour sécuriser le périmètre. Merci Hugo pour ces tout derniers éléments. Une exposition événement pour terminer. Regardez cette image. On l'appelle le Balloon Dog, l'énorme chien ballon rose qu'on voit ici exposé à Versailles il y a quelques années, est l'œuvre la plus chère de cet artiste, plusieurs dizaines de millions d'euros en 2013. Elle est signée Jeff Koons, l'artiste contemporain le plus cher aujourd'hui. Une grande rétrospective lui est consacrée pour la première fois au Centre Pompidou, mais son œuvre est controversée. En quoi serait-il un génie ou pour certains un imposteur? Reportage Christophe Hérault, Lou Cricorian. Parmi ces quatre hommes, devinez qui est l'artiste. Devinez qui est Jeff Koons. Eh bien c'est lui, cravate et costume gris, une allure d'homme d'affaires. Pourtant, c'est l'artiste contemporain le plus exposé et le plus cher du monde. Son univers, c'est monumentales sculptures en acier inoxydable. Son inspiration, c'est la culture populaire. Et quand il nous présente son Popeye grand format, il nous parle de ses souvenirs de gamin américain.
J'ai beaucoup vu le dessin animé, c'était un incontournable à mon époque. Alors je regardais souvent Popeye le matin et puis ces tatouages étaient si populaires. Une imagerie enfantine mais des œuvres qui s'envolent aux enchères. Ce jour de 1999 chez Sotheby's, sa sculpture de Michael Jackson part à plus de 5 millions de dollars. Koons est le chouchou des collectionneurs richissimes. Business et art sont les deux mamelles de son œuvre. Souvent, les gens se focalisent sur l'argent. Et l'argent a inondé le monde de l'art. Les amateurs ont multiplié les collections. C'est fantastique pour toutes les formes de créativité. Mais la vraie valeur de l'art, c'est sa capacité à changer la vie des gens. Les chiffres s'affolent. Son chien en acier s'est vendu à 58 millions de dollars. L'une des explications de cette inflation, la conception des œuvres. Un atelier à New York, une usine en Californie, les meilleurs artisans fabriquent des Koons. Héritier du pop art, il raconte l'Amérique de la société de consommation. Le marché de l'art l'adore, souvent le public aussi. Bulle spéculative ou génie du XXIe siècle, en tout cas, Jeff Koons entre au musée. Voilà, au Centre Pompidou, Jeff Koons jusqu'au 27 avril 2015. Merci de nous avoir suivis. Vos rendez-vous par En mode d'emploi, la météo, Tania Young, puis Secret d'histoire avec Stéphane. Ce soir, Jules César ou la gloire de Rome. Je vous souhaite une très belle soirée. À demain.